Alors, en quelques heures, on a assisté à deux visions radicalement opposées de la guerre et du monde. Les mots de Joe Biden à Varsovie il y a quelques minutes, en écho à ceux de Vladimir Poutine ce matin. Et oui, et le premier choc frontal, c'est sur les causes de cette guerre. Dans un discours fleuve d'1h45, devant les parlementaires, les élites russes, les responsables de l'opération militaire spéciale, Vladimir Poutine décrit une Russie agressée de toutes parts par l'OTAN et par les États-Unis. Écoutez-le. Это расширение НАТО к нашим границам, создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии. Зонтиком решили прикрыться от нас. Это развертывание военных контингентов, причем не только у границ России. Я хочу подчеркнуть, да, собственно говоря, это хорошо всем известно, ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки. Réponse de Joe Biden, il y a quelques minutes. Pour lui, c'est l'exact opposé et c'est bien la Russie qui est l'agresseur. Écoutez. The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. And millions of Russian citizens who only want to live in peace with their neighbors are not the enemy. This war is never a necessity. It's a tragedy. President Putin chose this war. Et entre les deux, c'est même plus profond que ça. Hein. C'est une guerre idéologique que se mènent les deux hommes. Oui, Emmanuel, depuis le début de cette guerre, Vladimir Poutine la place aussi sur le plan civilisationnel. Et ce matin, il l'a fait une fois de plus. Écoutez. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. А мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения. Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество. Joe Biden, à ce sujet, n'a pas tout à fait récusé l'argument. Et il y a quelques minutes, il a préféré justement se placer en leader du monde libre. Écoutez-le. We also face fundamental questions about the commitment to the most basic of principles. Would we stand up for the sovereignty of nations? Would we stand up for the right of people to live free from naked aggression? Would we stand up for democracy? When President Putin ordered his tanks to roll into Ukraine, he thought we would roll over. He was wrong. The Ukrainian people are too brave. America, Europe, a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific, we were too unified. Democracy was too strong. Instead of an easy victory he perceived and predicted. Troisième opposition frontale, Justine. Bien, c'est précisément sur la place de l'Ukraine dans cette guerre. Poutine affirme qu'il ne se bat pas contre les Ukrainiens, mais qu'il défend le monde russe. Écoutez. Проект «Антироссия», по сути, часть реваншистской политики по отношению к нашей стране. Замысел один – направить агрессию на восток. Разжечь войну в Европе, чужими руками устранить конкурентов. Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Он стал... Réponse de Joe Biden, encore une fois radicalement opposée. Il souligne que l'Ukraine se défend pour elle-même contre la Russie. Écoutez. Every day the war continues is his choice. He could end the war with a word. It's simple. If Russia stopped invading Ukraine, it would end the war. Quatrième opposition frontale, et c'est sans doute la plus inquiétante, Justine, c'est sur l'extension du conflit. Oui, et cela infusé dans tout le discours de Vladimir Poutine ce matin. C'était le message principal. Nous allons vers une guerre mondiale. Écoutez-le. Элиты Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Là-dessus, Joe Biden ne répond pas à Vladimir Poutine, mais c'est une information aussi qu'il ne souhaite pas s'aventurer sur ce terrain-là. Alors, en parlant de confrontation globale, il agite aussi, ou en tout cas, il fait un petit peu peur en parlant de nucléaire. Oui, on peut dire que Vladimir Poutine a encore une fois agité la menace nucléaire. Il évoque même un scénario, celui de l'utilisation par les États-Unis de l'arme nucléaire contre eux, à laquelle la Russie répondra. Écoutez. Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.
Et en conséquence, Vladimir Poutine annonce que la Russie se retire du traité New START. Écoutez. Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора. Нет, а именно приостанавливает свое участие. Pour rappel, la Russie a signé le traité New START avec les États-Unis en 2010. Il s'agissait à ce moment-là des présidents Obama et Medvedev. Le traité porte sur le désarmement nucléaire. L'objectif, c'était justement d'équilibrer les forces entre les Russes et les Américains. Les deux puissances se sont notamment engagées à limiter leurs arsenaux nucléaires, en clair, limiter le nombre d'ogives, de lanceurs, de bombardiers lourds. Et cela impliquait aussi des inspections mutuelles de sites militaires. Et là-dessus, précisément, Joe Biden ne répond pas à Vladimir Poutine. Et là, encore une fois, c'est une information selon laquelle il ne souhaite pas s'aventurer sur ce terrain. Merci beaucoup, Justine. C'est précis, c'est détaillé, c'est chapitré. On va prendre le temps de l'analyse. Juste cette toute dernière information qui nous parvient. Moscou vient de faire savoir qu'il continuerait à respecter la limitation de son arsenal nucléaire, puisqu'on vient de faire allusion à New START. Je vais d'ailleurs vous donner la parole là-dessus, général Trinquant. Ce qui signifie pas de prolifération. En revanche, en suspendant ces accords New START, c'est tout l'arsenal qui ne pourra plus être inspecté de façon neutre. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui inquiète. Oui, mais qui n'était plus inspecté. Et qui ne l'était plus depuis quelques mois. Puisque les Américains aussi... Mais là, il n'y aura plus d'informations, même s'ils font un exercice ou ce genre de choses. Oui, bien sûr, mais on sait qu'il n'y a plus d'inspection possible, de toute façon. Donc ça ne change pas vraiment quelque chose. Sur le plan militaire, moi, ce qui m'a frappé dans son discours, c'est que pour la première fois, il ne dit pas le plan se découle conformément au plan. C'est la première fois qu'il dit on va avancer un petit peu. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'il ne parle pas du tout de cette guerre. En revanche, il vient sur la guerre globale, civilisationnelle, et je pense que le président Biden a très bien fait de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Parce qu'il y a un terme qui me gêne un petit peu quand on dit le leader du monde libre. Si vous voulez, le leader du monde libre, il est le leader d'un petit monde libre. C'est l'Europe et les États-Unis. Et il faut convaincre les autres et surtout ne pas rentrer dans cette guerre civilisationnelle dans laquelle le président Poutine veut nous faire rentrer. Alors, oui. C'est un point important parce que lui, on voit qu'il ne parle pas de la guerre militaire parce que, il n'a pas grand-chose à ajouter là-dessus, sur la guerre militaire qui n'est pas un franc succès en ce moment. En revanche, alors là, il en rajoute, mais il ne fait que répéter ce qu'il a dit le 30 septembre dans la salle Saint-Georges où il avait fait un discours et où il avait embarqué tout le monde sur une guerre de civilisation entre notre civilisation et la civilisation russe. Or ça, il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là parce qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire vis-à-vis des tas d'autres pays, que ce soit l'Inde, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient. Donc il faut se méfier de ce langage-là. Alors de civilisation peut-être pas, mais Hélène Blanc, de valeur malgré tout. Joe Biden n'a cessé de parler de liberté, de démocratie, de nations libres. Il se présente effectivement en président, en leader des nations libres. Il s'adresse directement à Poutine en disant « Un dictateur ne pourra jamais abolir l'amour de la liberté ». Peut-être pas sur un plan civilisationnel, mais en tout cas sur le terrain des valeurs, ça a été 90% du discours de Joe Biden. Tout à fait, et on voit très clairement que maintenant se dessinent deux camps. Le monde libre, même s'il est petit encore, et comme vous dites, il faut essayer de convaincre d'autres pays, et un monde, disons, autocratique, dans lequel on peut mettre bien sûr Poutine, mais qui n'est pas forcément le leader de cet ensemble. D'ailleurs, il a dit souvent les autocrates. Voilà. Et puis bien sûr l'Iran. Donc on voit ça. Et vous savez, moi je me souviens qu'en 2018, Poutine disait la Russie n'a pas perdu la guerre froide. La guerre froide n'est pas terminée. Vous vous rappelez ça ? Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Il vit dans le déni perpétuel. C'est extraordinaire. Il se raconte une belle histoire. Je me demande simplement s'il y croit ou pas. Mais ça, il n'y a que les psychiatres peut-être qui pourront le dire, et encore. Mais effectivement, je trouve que son discours par rapport à l'Occident, enfin à nous, a été encore plus agressif que d'habitude. Il a très peu parlé de l'Ukraine.
Par contre, il a décrit tous nos travers, tous nos défauts, enfin bon, on est épouvantable, quoi. Il y a de quoi se suicider. Quand on voit ce dont on nous accuse, on est vraiment des mauvais, des nuls. Et ça, je veux dire, c'est pour, bien sûr, cette élite, entre guillemets, qui est le Parlement, les deux chambres qui sont là à écouter. Et puis, bien sûr, le peuple russe. Mais le peuple russe, moi, je me demande s'il continue à y croire, s'il fait semblant d'y croire. Il a évidemment une bonne partie du peuple qui le soutient, certainement, et qui ne jure que par lui, parce qu'on le voit tous les jours à la télévision et qu'ils ne connaissent que lui. Mais je pense quand même qu'il commence à y avoir, vous avez vu, il y a eu des cas particuliers. Cette journaliste qui a été condamnée à 6 ans de prison pour avoir dit que Mariupol avait été bombardé, non pas par les Ukrainiens, il faudrait vraiment qu'ils soient stupides, effectivement, mais bien par les Russes. Et il a dit aussi une chose, il a parlé des oligarques en disant ils sont partis à l'étranger, il faut qu'ils reviennent. Parce que les traîtres vont être punis. Il a toujours cette même, obsession de la traîtrise. Mais ça, c'est les gens du KGB. La traîtrise, ils vivent avec ça tout le temps. Voilà. Alors, je reviens malgré tout sur les causes, puisque ça a été, vous l'avez très bien souligné, mentionné dès le départ. C'est-à-dire la cause de la guerre, presque comme si Vladimir Poutine voulait se justifier, c'est les accords de Minsk. Très intéressant, puisqu'il dit que les accords de Minsk II, donc en 2015, ce qui devait à peu près régler, en tout cas les équilibres en Ukraine, n'ont jamais été respectés par les Occidentaux. C'était, vous vous en souvenez, le format Normandie, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, François Hollande et Angela Merkel, qui tentaient de pacifier un petit peu les esprits. On va juste réécouter Vladimir Poutine, on reviendra ensuite sur Joe Biden. Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и нормандский формат дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, я хочу это подчеркнуть, именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, крапленными картами. Voilà, c'était du bluff, pour le dire autrement. C'est la faute de l'OTAN. Alors c'est très étrange, et ça ne vous aura pas échappé, puisque celui qu'on surnomme le mage du Kremlin depuis ce grand livre, Vladislav Surkov, l'autre jour, sur une chaîne Telegram, il avait travaillé sur les accords de Minsk avec Vladimir Poutine. Il répond à une question. Quand vous avez travaillé sur les accords de Minsk, êtes-vous parti du fait qu'ils allaient être mis en œuvre? La réponse est tranchante. Non. Qu'est-ce que ça vous inspire, Isabelle Lasserre, Bernard Guetta? Comment vous dire, il est même allé plus loin en disant que, en fait, tout ça était une manière de forcer l'Ukraine à accepter des conditions de paix absolument inacceptables pour elle. Mais il n'est pas le seul à le dire. C'est-à-dire que Angela Merkel, la semaine dernière, a elle-même dit que les accords de Minsk... Alors, elle dit, c'est une variante, mais le but des accords de Minsk était de permettre à l'Ukraine de s'armer, de se repréparer. En fait, une espèce de manière de geler le conflit. Mais les Ukrainiens le disent depuis le début. L'un des principaux problèmes des accords de Minsk, hormis le fait qu'ils n'étaient pas applicables, les différentes mesures n'étaient pas applicables sur le terrain, notamment parce que le terrain était complètement miné, donc les Ukrainiens ne pouvaient pas retirer leurs troupes. Enfin, il y a plein de choses qui font que ce n'était pas applicable. Mais le vice principal des accords de Minsk, c'est que la Crimée n'est pas mentionnée. C'est-à-dire qu'il y a un silence absolument assourdissant sur une grosse partie du territoire ukrainien. C'est-à-dire qu'on a fait l'impasse. Il y avait un tel embarras du côté occidental sur cette question pour ne pas froisser Vladimir Poutine. Donc depuis le début, les accords de Minsk sont considérés par les Ukrainiens comme en fait un fake accord, quoi. Alors, autre mention qui a été faite par Vladimir Poutine, Bernard Guetta, ce sont les bases de l'OTAN, cette menace, cette sorte d'épée de Damoclès qui pèse en permanence sur l'Empire russe qui serait donc attaqué. On a d'ailleurs fait une petite carte, vous voyez, de ces bases de l'OTAN. Lui dit plusieurs centaines, bon, il y en a un certain nombre en Europe. Cette inversion de la charge rhétorique, elle fonctionne dans beaucoup d'esprits malgré tout. Oui, il y a même eu dans la bouche de Vladimir Poutine ce matin un mensonge absolument effarant. Enfin, il disait, il faudrait retrouver la phrase exacte, il disait que les Américains avaient installé des bases à la frontière
de la Russie. Non. Ou alors, ça c'est très intéressant. Il y a des bases américaines à la frontière de la Russie, si l'on considère comme que l'Ukraine est russe. Que l'Ukraine est russe, Oui. exactement. Et c'est là que c'est absolument terrifiant. Et si on revient aux accords de Minsk, enfin, M. Poutine nous disait ce matin qu'il serait entré en guerre à cause du non-respect des accords de Minsk. Mais du non-respect des accords de Minsk, c'est par qui ? Mais fondamentalement par la Russie. Parce que qu'est-ce que fait la Russie dans le Donbass après avoir annexé la Crimée ? Eh bien, ils envoient des soldats, évidemment, pour organiser une sécession. Et ils disent qu'ils n'y sont pas. Je vous raconte une anecdote qu'Isabelle connaît probablement et que vous connaissez tous probablement. À un moment donné, dans les conversations de Minsk, Madame Merkel excédait devant les dénis de Poutine, qui disait mais non, il n'y a pas un seul soldat russe, etc. etc. Elle prend son sac à main et elle sort une photo. Et elle lui montre une photo de soldats russes dans le Donbass. Les petits hommes verts. Les petits hommes verts. Et Poutine regarde la photo et répond « Il se sera perdu. Il se sera perdu. » C'est extraordinaire, de cynisme. C'en est même comique d'ailleurs, Oui. mais c'est effarant. C'est effarant. Et de réécriture de l'histoire, ce à quoi on a assisté Bien sûr. beaucoup ce Alors, matin. il organise la sécession de toute une partie de l'Ukraine, après avoir annexé toute une autre partie, la Crimée, de l'Ukraine, et il dit les accords de Minsk n'étaient pas respectés, c'est pour ça que je suis... Non, il est entré en guerre pour reconstituer, non pas l'URSS d'ailleurs, mais l'empire des tsars. Juste Général deux Trinquant. points sur les accords de Minsk, qui sont des accords régionaux. Je rappelle le format Normandie, Allemagne, France, et puis l'Ukraine. Russie-Ukraine, oui. Je rappelle que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Si elle n'était pas contente de l'application des accords, elle pouvait à tout moment les mettre sur la table du Conseil de sécurité et dire « voilà, parlons-en à 15 ». Elle ne l'a jamais fait. Ce qui prouve bien que sur le plan de la négociation, elle n'a jamais voulu négocier et faire appliquer cet accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les petits ronds que vous montrez ne sont pas du tout des bases de l'OTAN. Pardonnez-moi. Ce sont des bases de pays qui appartiennent à l'OTAN. Il n'y a pas de base de l'OTAN de ce genre-là. Il y a une présence américaine militaire. Non, alors, qui est- attendez, la présence américaine en Pologne, elle n'est pas vieille. Le corps d'armée qui s'est installé en Pologne, il s'est installé depuis qu'il y a la guerre en Ukraine. Avant, il n'y avait pas de corps d'armée américain en Pologne. Donc la réussite, et on le dit à l'envi, la réussite de Poutine, c'est d'avoir ressuscité l'OTAN et d'avoir effectivement rapproché le dispositif militaire de l'OTAN de la frontière ukrainienne et non pas russe. On le sait bien, les Français, nous sommes en Roumanie, en Pologne, nous avons des avions, en Estonie, il y en a, dans les pays baltes, il y en a, mais ça, c'est la réussite de l'opération de M. Poutine. Ça n'existait pas avant. Donc, il faut remettre les choses à leur place. L'OTAN s'est rapprochée parce que M. Poutine a été agressif. Ce n'est pas l'OTAN qui a été agressif. Et puis, il faut rappeler qu'avant l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine, les Américains retiraient leurs troupes. Oui, bien sûr. Retiraient leurs troupes du continent européen. C'est depuis l'agression de la Russie contre l'Ukraine qu'il y a un retour, Bien d'ailleurs, sûr. en fait très relatif, très relatif, de troupes américaines en Europe. Oui. Alors, vous parliez de la guerre civilisationnelle tout à l'heure. Il y a sans doute un passage du discours de Vladimir Poutine qui vous aura tous marqué ce matin lorsqu'il convoque la religion orthodoxe, bien sûr, et la Bible, et qu'il s'adresse pour le coup à la nation russe, peut-être au-delà. D'ailleurs, on s'interrogera sur à qui parlait Vladimir Poutine ce matin. Bien sûr à l'OTAN, bien sûr à Joe Biden, bien sûr aussi sans doute à ceux qu'on appelle d'ailleurs peut-être à tort les non-alignés, qui sont parfois des multi-alignés. Et il y a beaucoup de... Alors justement, écoutons d'ailleurs ce qu'il dit aux non-alignés, Vladimir Poutine ce matin, parce que comme à l'époque peut-être l'URSS courtisait ce qu'on appelait le tiers-monde à cette époque-là, eh bien lui s'adresse à des pays qui n'ont pas encore vraiment pris parti dans ce conflit. Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны. Мы были открыты
искренне готова к конструктивному диалогу с Западом. Говорили, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности. И много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией. Но в ответ получали невнятную либо лицемерную реакцию. C'est intéressant, Bernard Guetta. Il s'adresse au monde comme Joe Biden s'est adressé au monde dans un style radicalement différent. Il y a effectivement un combat de valeurs qui est en œuvre. Vous savez, vous faisiez allusion tout à l'heure à un retour de la guerre froide. Bon, je suis assez d'accord avec le général pour dire, et avec Isabelle pour dire qu'il faudrait beaucoup nuancer. Mais il y a un point qui rappelle beaucoup la guerre froide. C'est qu'il y a quand même 3 blocs. Il y a les grandes démocraties occidentales, je suis désolé de le dire. Il y a les grandes démocraties occidentales, il y a évidemment la Russie, et puis il y a une résurrection de ce qu'on appelait pendant la guerre froide les non-alignés. Simplement, la différence, c'est que les non-alignés sont aujourd'hui beaucoup plus forts. Non pas parce que la Russie serait plus forte, au contraire, la Russie est moins forte que ne l'était l'URSS. Mais en revanche, la Chine, l'Inde, même un pays comme le Brésil, d'autres pays africains, aujourd'hui, sont beaucoup plus puissants économiquement et parfois militairement que ne l'étaient les grands des non-alignés. C'est ça le changement. Mais autrement qu'il y ait ces 3 blocs, non, ces 3 blocs, ils étaient là pendant la guerre froide. Alors, on va réécouter ce que disait Joe Biden, puisqu'il a beaucoup parlé de l'OTAN. Vous venez de le dire, un OTAN qui était en état de mort clinique, pour reprendre une phrase célèbre qui est ressuscitée ces derniers temps. D'ailleurs, il a eu une phrase très intéressante. Il disait, à la place d'une finlandisation de l'OTAN, on assiste à une otanisation de la Finlande. On va réécouter ce que disait Joe Biden sur notre antenne il y a une trentaine de minutes environ. Et Poutine ne peut plus ignorer la force de notre coalition. Mais il doute de notre conviction. Il doute de notre endurance, de l'endurance de notre soutien pour l'Ukraine. Il doute de la capacité de l'OTAN à rester unie. Nous n'allons pas nous laisser épuiser et l'OTAN restera unie. Le président Poutine va échouer et l'Ukraine va s'imposer dans sa lutte pour sa liberté. Les démocraties du monde sont unies aujourd'hui et demain et pour toujours. Il est beaucoup plus affirmatif, Isabelle Lasserre, le président Biden. Poutine va échouer. Il est... radical dans... Oui, alors moi, ça me fait quand même penser à quelque chose, parce que c'est vrai que depuis le début, les États-Unis sont le pays qui est le plus massivement aux côtés des Ukrainiens, à la fois politiquement et surtout au niveau de la fourniture des armes, mais on sent quand même toujours chez les Américains d'abord des divisions entre une partie des forces armées et la Maison-Blanche, et ensuite une hésitation, une réticence à aller plus loin trop longtemps, parce que c'est vrai que la lunette par laquelle la guerre ukrainienne est lue à Washington, c'est une lunette chinoise, et la Chine reste la priorité absolue des États-Unis, ça n'a pas changé. Alors quand on voit Joe Biden hier à Kiev et aujourd'hui en Pologne, moi je me dis, eh bien ça va être compliqué, parce que sur le terrain, les fronts militaires ne bougent plus beaucoup. La période euphorique de l'automne, quand les Ukrainiens avançaient très très vite, pour l'instant est entre parenthèses. Et là, Joe Biden ne pourra plus lâcher les Ukrainiens. Cette image est figée, elle est très importante symboliquement, comme les images de Kiev hier ont été extrêmement symboliques. Que restera-t-il de ce monde libre et de ce monde démocrate dans 6 mois si les États-Unis, après ces images, si Joe Biden, après ces images, décide de ne plus continuer les livraisons d'armes? Donc là, on passe une étape supérieure, et ça va être compliqué parce que c'est pas si facile que ça sur le terrain, et parce qu'en plus les Occidentaux ont un problème de stock. Mais il y a d'ailleurs une dimension psychologique dans le discours de Joe Biden, l'un ou l'autre, Hélène Blanc ou Bernard Guetta, parce qu'il dit Vladimir Poutine
compte en quelque sorte sur notre lassitude, sur le fait qu'on va se détourner, et on ne se détournera pas, Bernard Guetta et Hélène Blanc. C'est une manière d'exorciser le mal, évidemment, de dire cela. Mais vous savez, je rebondis sur ce que disait Isabelle à l'instant. Je crois, pour ma part, qu'il y aura une pression qui va se développer aux États-Unis sur les Européens. Prenez le conflit en charge, beaucoup plus que vous ne le faites aujourd'hui. Alors, beaucoup plus que vous ne le faites aujourd'hui, c'est déjà très injuste de la part des Américains, parce que lorsqu'on additionne tous les efforts qui sont faits par l'Union européenne en tant que telle et les 27 capitales des États membres en tant que telles, on arrive grosso modo au même niveau de dépenses et d'appui, notamment si l'on compte le soutien aux réfugiés ukrainiens, notamment en Pologne. Mais les Américains vont nous dire, ça je n'en doute pas une seule seconde, mais c'est à vous de payer beaucoup plus que nous, parce que c'est votre continent et pas le nôtre, et que nous avons d'autres soucis. Et pour ma part, comme député européen, je peux vous dire que je vois une évolution très très forte dans les travées du Parlement, y compris chez les Baltes, y compris chez les Polonais. Ben oui, évidemment qu'il faut affirmer aujourd'hui la défense européenne. La défense européenne, naturellement, dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Mais en vérité, personne en Europe ne dit aujourd'hui, n'a dit jamais d'ailleurs, qu'il fallait que la défense européenne se construise en dehors et encore moins contre l'Alliance Atlantique. Et on voit une évolution très 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 profonde, en tout cas du Parlement, mais aussi dans les capitales baltes. Moi, ça me frappe beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'Union européenne comme union politique, avec une défense comme projet, naturellement, pour l'instant, est en train d'émerger. Mais véritablement, est en train d'émerger. Et l'Europe est en train de sortir de l'histoire. De rentrer de l'histoire. Absolument. Après en être de revenir dans l'histoire. Absolument. Moi, je le crois tout à fait, j'en suis convaincu. L'OTAN est ressuscité, l'Union européenne revient dans l'histoire, avec d'ailleurs, et Bernard Guetta le disait à l'instant, mais c'est intéressant, Hélène Blanc, cette présence symbolique à Varsovie, puisque la Pologne est présenté comme le pays européen qui est sur la ligne de front, et c'est surtout celui qui va se réarmer le plus, 4%. puisqu'ils veulent arriver à 4% de leur PIB en budget militaire et avoir la première armée européenne. Oui, mais ils vont sans doute y arriver. C'est leur objectif, effectivement. Mais moi, si vous voulez, je me dis une chose. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur le plateau. Mais je me dis que si, dans un an et demi, Biden n'était plus là comme président, qu'est-ce qui pourrait se passer si la guerre n'est pas encore terminée? Et si les républicains Alors, reviennent, évidemment, comme tout le monde, j'espère que ça ne sera pas Trump, mais enfin, ça peut être quelqu'un d'autre qui, lui, dira, bon, écoutez, l'Ukraine, d'accord, mais ça commence à bien faire, on a dépensé des fortunes, la guerre stagne, et il n'y a pas vraiment... Le problème, c'est que ces deux pays les deux belligérants pensent qu'ils peuvent gagner la guerre. Et c'est pour ça que Poutine ne veut pas négocier, parce qu'il pense qu'il peut encore gagner cette guerre. Il est toujours dans le déni, il ne se rend pas compte de ce qui se passe, alors que la plupart des gens, même des militaires sur les plateaux, disent qu'a priori, la Russie ne peut pas gagner cette guerre. Maintenant, évidemment, on peut se tromper, mais quand même, je veux dire, c'est assez étonnant, ce côté... victimisation aussi, parce que j'ai bien écouté, comme tout le monde, son discours. L'Occident veut détruire la Russie, etc. Il sait se victimiser merveilleusement. Vous voyez ce que je veux dire? Or, il est toujours dans sa forteresse assiégée. Mais si on réfléchit 2 minutes, un pays aussi immense que la Russie, qui comprend 9 fuseaux horaires, je veux dire, comment peut-on l'encercler? Vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible. Donc il dit n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, d'autant plus qu'il y a le côté européen, disons, puis il y a l'autre côté, très loin, presque vers l'Asie. Donc je veux dire, c'est d'une stupidité rare ce qu'il dit. Et d'autant plus que ni l'Ukraine ni l'OTAN n'avaient l'intention d'attaquer la Russie. C'est quand même une puissance nucléaire et personne ne l'oublie. Bon, la réécriture de l'histoire n'aura échappé effectivement à aucun d'entre nous. On va aller en Ukraine, parce que bien sûr, ces 2 discours ont été écoutés par la population, et hélas, la guerre ne fait pas de pause et ne s'est pas suspendue au moment où Vladimir Poutine parlait. D'ailleurs, regardez ces images de Kherson, nouvelle image terrible.
celle d'un abribus qui a été bombardé à Kherson, symbolique bien sûr. 6 morts ce matin, c'est le signe que la population civile continue bien sûr à faire les frais de ce conflit. On reparlera du front dans un instant, ce front qui est figé, vous l'avez effectivement bien noté. Mais là aussi, on va revenir sur ces deux discours et sur leur dimension militaire. D'abord les faits, rien que les faits, les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, en réponse à Poutine ce matin, Joe Biden a répété que l'Occident, et notamment sur le plan militaire, ne lâchera rien. Oui, aux attaques de Vladimir Poutine sur l'Occident, Joe Biden répond que rien n'ébranlera le soutien de la coalition. Écoutez. Putin no longer doubts the strength of our coalition, but he still doubts our conviction. He doubts our staying power. He doubts our continued support for Ukraine. He doubts whether NATO can remain unified. But there should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided, and we will not tire. Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine lui assénait le message que l'on connaît bien maintenant. La Russie ira jusqu'au bout de l'invasion, dit-il. On écoute. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Alors, venons-en aux armes. Est-ce que quelque chose a été annoncé, Lucille ? Alors, ce qui est sûr, c'est que pour Vladimir Poutine, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est celle des armes de longue portée, celle dont on vous parlait hier, capable d'atteindre les terres russes. Si l'Occident fournit ses missiles, alors le Kremlin devra riposter. Ça, il le dit depuis le début et il l'a répété encore ce matin. Écoutez. Одно обстоятельство должно быть понятно всем. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно. Réponse de Joe Biden, l'Occident continuera coûte que coûte à fournir des armes, sans toutefois préciser lesquelles. On l'écoute. Has assembled a worldwide coalition of more than 50 nations to get critical weapons and supplies to the brave Ukrainian fighters on the front lines. Air defense systems, artillery, ammunition, tanks, armored vehicles. The European Union, as Ukraine continues to defend itself. D'ailleurs, juste après le discours, l'ambassadrice américaine à Moscou a été convoquée pour lui remettre une note exigeant des États-Unis le retrait des soldats et de l'équipement de l'OTAN en Ukraine, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Et puis, un mot sur une autre annonce de Vladimir Poutine. Certes, il n'a pas annoncé de mobilisation générale ni décrété de loi martiale, mais il évoque une nouvelle mesure qui concerne directement ces soldats. On l'écoute. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Une aide médicale et matérielle, c'est reconnaître de fait qu'il y a beaucoup de familles touchées et que les dégâts humains sont plus importants que prévu. Quelques instants plus tôt, Poutine avait fait lever toute la salle en hommage à ses soldats. Et puis Poutine l'a dit, il l'a martelé en quelque sorte, non seulement l'Occident ment, mais même il complote contre la Russie. Oui, c'est un message qui a infusé tout le long du discours de Vladimir Poutine. Il accuse l'Occident de comploter contre la Russie. En clair, c'est l'Occident qui ment. Écoutez Vladimir Poutine et la réponse de Joe Biden juste après. Вы это хорошо знаете. Мы делали все возможное, действительно все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей
Их заверение о стремлении к миру на Донбассе обернулось, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. The United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia. The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. C'est intéressant, Général, parce qu'il lui répond directement. Non, évidemment, merci beaucoup, Lucille. Non, évidemment, l'Occident ne complote pas, et ce qui montre l'ampleur de la guerre informationnelle, et le soutien restera bien sûr inébranlable. Ce qui est intéressant, c'est que sur les annonces de Vladimir Poutine ce matin, il y a ce fonds spécial pour les familles de soldats, et c'est à peu près la seule chose concrète que l'on pourra retenir. Oui, mais dès le début de la guerre, 15 jours après, je crois, il a mis sur la table un certain nombre de mesures pour aider les soldats. Donc il s'est rendu compte très très vite qu'il y avait un problème en fait dans l'armée russe. Et là, un an après, on voit qu'on est encore obligé de remettre sur la table un certain nombre de sujets qui devraient, pour une armée qui fait la guerre, avoir été réglés depuis longtemps. Ce qui marque au passage l'impasse stratégique dans laquelle il s'est mis, puisque l'opération spéciale qui avait été lancée il y a un an n'avait pas pour objet de faire la guerre, mais de renverser un gouvernement. Et faire la guerre, la Russie est en train de réapprendre à faire la guerre en ce moment. Et donc, tout ceci fausse complètement le sujet. Je pense que, une fois de plus, le président Poutine, là, cherche à rassurer parce qu'il veut défendre son régime. Donc, pour défendre son régime, il faut faire plusieurs choses. Rassurer en disant à la société russe, ne vous inquiétez pas, l'économie marche bien, l'agriculture s'est déployée, tout ça, ça va bien. On prend des mesures pour les soldats, etc., etc. Puis de l'autre côté, on verrouille. Les traîtres vont payer. Donc il y a tout ce système qui est mis en place. Et là, dans ce que dit le président Biden, qui reprend un petit peu ce qu'a dit le président Macron, on va vaincre l'armée russe en Ukraine, ça ne veut pas dire qu'on va écraser la Russie. Et donc, on voit bien qu'on est sur deux positions qui sont antagonistes, parce que lui veut faire croire qu'on attaque la Russie, alors que c'est son régime qui est en danger, et non pas la Russie. On va rester sur cet aspect militaire, il est très intéressant, pardon pour la banalité de ce que je vais dire, Hélène Blanc, mais on a revu cette carte. Le front ne bouge plus, il ne bouge plus depuis des mois et des mois, c'est une guerre de grignotage, on en a parlé, une guerre d'attrition, comme on dit pour employer un mot un petit peu plus compliqué. Et ces deux discours, notamment celui de Vladimir Poutine, qui était très attendu, interviennent à un moment où, regardez la carte des 4 oblasts qui ont été grignotés et qui sont d'ailleurs pour certains, notamment Louhansk, quasiment sous domination russe, mais rien ne bouge, le front est figé. Effectivement, d'ailleurs je pense que tout le monde a remarqué qu'il a très peu parlé du front en tant que tel et de la guerre en tant que telle, puisqu'il ne peut pas annoncer de succès. À la rigueur, il aurait pu annoncer des revers, mais évidemment, ce n'est pas le genre. Donc, le problème, il est là, c'est que ça peut durer effectivement un moment, sauf si les Occidentaux accéléraient un tout petit peu la livraison des armes, ce qui pourrait permettre à l'Ukraine à nouveau une offensive. Tant qu'il n'y a pas encore la Rasputitsa avec l'énorme bout qu'il y a, etc., c'est-à-dire maintenant. Mais maintenant, ils n'ont pas les armes qu'il faudrait. Je pense sur le plan militaire qu'il faut bien être conscient que les choses n'avancent pas beaucoup. Et pourtant, les Russes ont engagé beaucoup de leurs forces. Ils ont préparé 3 divisions en Biélorussie. Ils les ont équipées, préparées. Et probablement 2 d'entre elles sont déjà engagées sur le terrain. Donc ils n'ont pas beaucoup de réserves. Et pour les Ukrainiens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tenir le temps que les armements occidentaux arrivent et permettent de monter une contre-offensive. Et ça, à mon avis, ça ne va pas se faire dans les semaines qui viennent. Je verrai plutôt la fin du printemps, effectivement, la fin de la Rasputitsa. Avant, ça va être compliqué quand même. Oui. Mais c'est la fin du printemps pour tout le monde. Oui, pour les Ukrainiens et pour les Russes. Ce qui est intéressant dans la sémantique, et je vous ai vu réagir tout à l'heure, Bernard Guetta, c'est qu'il dit « nos objectifs seront remplis ». Alors lentement, mais sûrement, pas à pas. Pas à pas, il dit oui, bien sûr. Mais vous savez, il y a encore une chose qui m'a frappé à propos de son très très long passage sur les soldats russes.
c'est que c'est le seul moment où il était réellement applaudi par la salle. Et où Comme on a vu si- des sourires, Voilà. effectivement. Et comme si C'est il vrai. y avait dans la salle, après tout, il y a des députés, des hauts fonctionnaires, etc., la conscience très très forte que ça ne va pas du tout le sort des soldats et qu'on en parle dans le pays et qu'il y a une sensibilité à cela. Alors, premièrement, le président en parle très longuement, signe qu'il y a véritablement un problème et qu'il en est enfin conscient. Et deuxièmement, la salle réagit alors qu'elle est, sur tous les autres sujets, totalement apathique. Sur ce sujet-là, oui, elle réagit et vraiment, il y a une... Isabelle Lassard. Oui, on a vu d'ailleurs depuis plusieurs semaines beaucoup d'images de femmes de soldats ou de mères de soldats à qui le pouvoir offrait des compensations. Alors parfois c'était une voiture rutilante, parfois ça a été des vestes en fourrure. Et il y a 3 jours, il y avait même, c'était pathétique d'ailleurs, c'est-à-dire que c'était des paquets de pâtes alimentaires, comme cadeau pour compenser la perte d'un fils ou d'un mari, vous voyez. Et donc ça se passe mal et ça commence à se qu'on est en savoir. train de voir, Mais d'ailleurs, Vladimir Poutine rêvait sans doute d'offrir Barmout en cadeau de ce premier anniversaire vendredi. Et visiblement, il en sera incapable. Et ce qu'on a bien noté aussi, c'est que le patron de Wagner, Prigojine, a dit il y a 10 jours, la Russie va mettre 2 ans pour récupérer le Donbass. Le Donbass. Et alors, Enfin, attends, les territoires annexés déjà, et donc comme considérés comme appartenant à la Russie. Juste ça, 2 ans. Donc, en fait, on est passé, là aussi, du côté russe, dans la guerre va être très très longue. Ça ne marche pas du tout selon le plan.